Bon, eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus pour cette rencontre, pour cette réouverture de chaleur. Une rencontre qui n'est pas un peu différente des autres. On peut s'en rendre compte par la moyenne d'âge des participants. D'habitude, les conférences du crash, c'est plutôt cadra qu'un cas. Là, nous avons donc nous avons des invités pour parler des vagues de chaleur. Alors, c'est une rencontre qui est coordonnée. Je suis Fabrice Westman, par exemple, je travaille au Crash, et cette rencontre, elle est co-organisée par le Crash et par la Green, en partenariat avec Extinction Rébellion. On pourra revenir, si vous voulez, sur les circonstances qui ont conduit à cet événement. C'est le premier d'une série, en fait, qu'on espère... excuse-moi, voilà, nombreuses. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la question des vagues de chaleur, à la question du changement climatique? Comme vous le savez, MSF considère aujourd'hui que les questions environnementales doivent faire partie de ses préoccupations, à la fois opérationnelles et politiques et de communication. Et c'est un phénomène assez nouveau. Mon collègue Mickaël m'a fait remarquer qu'en 2011, on avait commandité une étude sur la façon dont MSF et les organisations humanitaires avaient intégré les préoccupations environnementales dans leur pratique, quoi. Et les conclusions de l'enquête qu'avait menée ce stagiaire, Julien Tertrais, il a fait pas mal d'entretiens, notamment au sein de MSF, c'est de dire que les préoccupations environnementales à MSF, ça reste une affaire privée, quoi. C'est-à-dire que pour les gens, c'était une préoccupation individuelle, mais qui ne devait pas nécessairement changer les pratiques de l'association. Alors certes, on était à l'époque déjà préoccupé par la question de la gestion de nos déchets, de notre empreinte environnementale. L'empreinte environnementale, c'était surtout les déchets, hein. Les médicaments, les effluents, ce n'était pas encore l'énergie et les billets d'avion. Et en revanche, il y avait surtout une inquiétude que si on commençait à incorporer des préoccupations environnementales dans nos opérations, on allait être paralysé, on allait alourdir nos façons de fonctionner. Et donc, il y avait cette idée que ce n'était pas notre registre, que l'environnement, c'était une temporalité qui n'était pas la nôtre. Nous, on était dans l'urgence. Et que, ça restait un sujet de préoccupation, mais individuel. 10 ans plus tard, on a la Green Team, on a une feuille de route maintenant qui a été adoptée il y a là, au mois de mai, un an. Avec des objectifs assez ambitieux, puisqu'on s'est donné, enfin même extrêmement ambitieux, puisqu'on s'est donné pour objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50% à l'horizon 2030 par rapport au niveau 2019, ce qui suppose une diminution chaque année de 10%. Je sais pas, c'est quand même très très ambitieux, mais ouais, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et on a également intégré dans notre plan stratégique cette volonté de s'intéresser aux dimensions environnementales des crises et de se focaliser dans nos opérations aussi sur les victimes du changement climatique et des crises environnementales au sens large. C'est quelque chose qui est affiché dans le plan stratégique adopté en 2019. Alors c'est intéressant, qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Pourquoi en 10 ans les préoccupations environnementales sont passées d'une sorte du privé finalement, de la sphère de l'engagement individuel des membres de l'association à une préoccupation collective? C'est une question qu'on pourra poser à nos invités. On peut faire 2 hypothèses. La première, c'est quand même, on a vu au cours de ces 10 dernières années la multiplication d'événements climatiques extrêmes dont on a l'impression, c'est pour ça qu'on a ces genres de réunions, qu'ils sont plus fréquents, d'une ampleur inédite, et qu'ils soient à l'origine de crises sanitaires qui, quelque part, questionnent nos manières de faire en raison de leur nature et de leur ampleur. Et parmi ces événements extrêmes, il y a les vagues de chaleur dont on veut parler aujourd'hui. Et puis plus généralement, MSF n'est pas hermétique aux mouvements sociaux, et je pense qu'on est tous gagnés par cette préoccupation environnementale beaucoup plus générale, quoi. Comme le reste de la société, la crise de l'environnement au sens large, ou les crises de l'environnement au sens large, sont perçues aujourd'hui par un nombre croissant de personnes, y compris au sein de MSF, comme des menaces non seulement pour nos sociétés, mais voire pour l'humanité.
mais et également comme une injustice, au sens où, ça c'est aussi dans notre secteur de l'aide, au sens où on a ce sentiment que les crises environnementales, principalement alimentées par l'extractivisme, le capitalisme, productivisme des pays du Nord, pèsent dans ses conséquences plus lourdement sur les pays anciennement colonisés, les pays pauvres. Donc c'est une question à la fois existentielle pour les sociétés du Nord, les sociétés riches, et une question également une question de justice. Donc reste maintenant à savoir comment, une fois maintenant qu'on a affiché cette ambition, comment on s'en empare. Et là, on est un peu plus, pas, je dirais pas désemparé, mais en tout cas, on se pose des questions sur la manière dont on peut traduire cette volonté en acte, au-delà de la réduction de notre empreinte environnementale, qui n'est pas sans poser des questions très, très épineuses, hein, mais au-delà de la question de la réduction de notre empreinte environnementale, qu'est-ce que ça veut dire pour une organisation médico-humanitaire venir en aide aux victimes du changement climatique et des crises environnementales au sens large, qu'il s'agisse de l'érosion de la biodiversité, de la pollution des airs, des sols, ou des événements climatiques extrêmes, etc. Donc c'est pour répondre à ces questions qu'on a initié ce cycle de conférences avec la Green, donc avec Alexandre, avec l'idée quand même parce qu'on est tous convaincus ici que le changement climatique est une réalité, que la crise environnementale est une réalité. On n'est pas dans le registre, il y a un registre militant tout à fait pertinent qui consiste à dire, à utiliser les arguments de santé pour justifier l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique en insistant sur les conséquences dramatiques sur la santé. C'est pas tellement l'optique qu'on a adoptée ici, on a avant tout des opérationnels. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire un état des lieux, des connaissances scientifiques qu'il existe sur les liens entre réchauffement climatique et santé. On abordera d'autres thèmes, j'imagine, en lien avec les crises environnementales plus tard, notamment la question des polluants, notamment toutes les questions également politiques que pose le cadrage de la crise environnementale et les pistes qui sont envisagées pour y répondre. Et donc voilà un peu grosso modo la dynamique dans laquelle on est. Voilà. Et je passe la parole à Cyril, pardon. Bonsoir à tous et toutes. Donc moi je m'appelle Cyril, je suis un ancien d'MSF et je fais partie maintenant du collectif Extinction Rébellion. C'est à ce titre-là que j'ai co-organisé donc avec Alexandre, Judith et Fabrice cette conférence. Je voulais juste revenir sur le pourquoi des chaleurs mortelles. En fait, il faut savoir qu'on a choisi la thématique en mars. Sur cette première conférence, on a malheureusement eu un peu de nez quand on voit les actualités d'aujourd'hui. Et je vais être très très court. Dans tous les cas, je voulais passer maintenant la parole à Alexandre qui va nous faire le détail programmé de ce qui est pour ce soir et nous présenter les panélistes. Très bonne soirée à toutes et tous. 2 phrases sur ce que c'est qu'Extinction Rébellion. Donc Extinction Rébellion, c'est un collectif de désobéissance civile non violent qui a été créé en 2018 en UK et qui s'est importé en France en 2019. On est connu pour différents types d'actions qui vont de simples conférences, un peu comme ce soir. On va faire de la sensibilisation auprès de tous les publics, donc ça va être lycée, université, dans un cadre citoyen, à des actions un peu plus déterminées de blocage de certains sites, à des actions même qui vont vers ce qu'on appelle du désarmement. Et d'ailleurs, si vous suivez l'actualité ce week-end, il y a une très grosse action contre l'autoroute A69, où on sera bien présent aux côtés des soulèvements de la Terre et d'autres collectifs. Voilà. En quelques mots, et il y en a quelques-unes qui sont cachées au sein d'MSF, d'autres XRiens, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu organiser cette conférence. C'est bon pour toi? Parfait. Très bonne soirée. Merci messieurs et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette première mondiale, donc une conférence co-organisée par la Green Team et le Crash. Donc c'est un moment à marquer d'une pierre verte. Donc moi je m'appelle Alexandre Chaudonneret, je suis chef de projet environnement chez MSF France, en charge de la transition environnementale, donc réduction d'empreinte environnementale dont parlait Fabrice. Et je suis évidemment membre de la Green Team et c'est donc moi qui serai le modérateur ce soir de cette conférence. Commençons par quelques annonces pratiques. Tout d'abord, grâce à nos équipes techniques que j'en profite pour remercier, sachez que cette conférence est enregistrée et diffusée en direct sur le site du Crash, où elle sera ensuite mise à disposition en replay pour l'éternité. S'il y a des personnes dans la salle qui ne souhaitent pas apparaître sur la vidéo, je vous invite à aller voir Léonie, ici présente au fond de la salle. Bonjour Léonie. Qui vous indiquera où vous placer dans la salle pour être le moins visible possible.
Ensuite, nous bénéficierons d'une traduction simultanée en français et en anglais, grâce à un binôme d'interprètes que nous saluons également et remercions au fond de la salle. Donc pour les auditeurs IS sur place qui en auraient besoin, il y a des casques de traduction qui sont à disposition au fond de la salle avec Léonie. Donc je vous invite à courir les chercher car il est désormais temps de plonger au cœur de notre sujet, les vagues de chaleur. Elles font partie donc des manifestations les plus perceptibles du changement climatique. Selon le réseau scientifique World Weather Attribution, les températures extrêmes enregistrées depuis mars dernier au Sahel, au Moyen-Orient, en Inde, comme on a entendu parler en Thaïlande, aux Philippines et actuellement en Inde, n'auraient pas pu être possibles, atteintes en tout cas à l'ère pré-industrielle. Donc le réchauffement de l'atmosphère augmente l'intensité, mais également la fréquence de ces vagues de chaleur. Elle représente un problème de santé publique majeur dont nous avons pris conscience en France en 2003. Je pense qu'à peu près tout le monde ici s'en souvient. Avec la canicule de 2003, donc 15 000 personnes étaient alors décédées du fait de la canicule. La moitié pour des pathologies en lien direct avec la chaleur, l'autre du fait de décompensation de maladies chroniques. Depuis, en France en tout cas, l'adoption de mesures individuelles, collectives et structurelles dans le cadre du plan canicule ont permis de faire chuter drastiquement la surmortalité liée à ces événements. Mais qu'en est-il dans les autres régions du monde dans lesquelles MSF intervient? Quelles y sont la fréquence et l'intensité de ces vagues de chaleur? Leur impact sur la santé est-il comparable à ce qui a été observé dans les pays riches bénéficiant d'un climat en principe continental ou tempéré? Et quelles réponses les populations et les autorités déploient-elles? Quels sont les groupes les plus vulnérables? Et, on est un peu là pour ça ici, comment MSF aborde ce phénomène relativement nouveau au niveau opérationnel? Telles sont les questions que nous aborderons lors de cette conférence et pour laquelle nous avons le plaisir de recevoir ces 3 experts et expertes du sujet que je remercie chaleureusement de leur présence. Tout d'abord, Lana Whitaker de la Liverpool School of Tropical Medicine est maîtresse de conférences changement climatique et santé et directrice de recherche au Urban Shade, donc Shade pour Strengthening Health Access and Delivery in Extreme Weather Events in Urban Areas. C'est la Liverpool School of Tropical Medicine est l'une des universités partenaires de MSF dans le cadre du master LEAP, si vous connaissez. Master qui m'a moi permis de suivre le module de l'ANA que je recommande vivement à mes collègues. Ensuite, Kevin Jean, ici présent, épidémiologiste, professeur junior santé et changements globaux à l'École normale supérieure Paris Sciences et Lettres et spécialiste de l'évaluation en santé des scénarios de transition énergétique. Et enfin, ici, à ma gauche, notre collègue Aina Roca Barcelo, spécialiste du soutien à l'adaptation climatique de MSF dans le cadre du programme HACE, Humanitarian Action for Climate and Environment. Aina qui a précédemment fait une thèse sur l'impact de la chaleur extrême sur la mortalité à Sao Paulo. Ça tombe bien. Comment va se dérouler cette conférence? Donc l'ANA commencera par nous planter le décor, comment les climatologues définissent une vague de chaleur, quelles sont les tendances régionales et mondiales de ce phénomène, et quel est l'impact physiologique direct sur les personnes exposées. Puis Kevin nous dressera le tableau épidémiologique du phénomène, relation température-mortalité, impact sur la productivité et l'économie, projection sur l'inhabitabilité à venir de certaines régions du globe. Puis l'ANA reviendra sur scène. Merci à elle de revenir. Pour nous parler de la manière dont les individus, les gouvernements ou encore les systèmes de santé réagissent et se préparent à ces phénomènes nouveaux et qui vont être de plus en plus fréquents. Et enfin, Aina nous parlera de la manière dont MSF se saisit déjà de ce problème dans l'ensemble du mouvement MSF, qui est une nébuleuse pour les gens qui ne connaissent pas le détail. Donc comment ce MSF se saisit de ce problème de santé publique, que sont les vagues de chaleur, et plus généralement, s'attelle à adapter ses opérations aux bouleversements climatiques et environnementaux en cours, notamment donc, via le programme HACE dont elle fait partie. Et je me permets de préciser, s'il en était besoin, que ce sujet de l'adaptation est une préoccupation grandissante chez les organisations humanitaires, comme en témoigne par exemple la conférence du groupe URD sur le sujet à laquelle Fabrice et moi avons assisté il n'y a pas 2 jours. Et après, vous aurez la parole. Nous aurons un temps d'échange avec le public. Préparez-vous donc d'ores et déjà à poser vos questions de vive voix ou en ligne, pour les personnes qui sont en ligne ou pour les personnes qui n'oseraient pas prendre la parole ici de vive voix. C'est une technique, ça. Et maintenant que le suspense est à son comble, il est temps de me tourner vers Lana pour ouvrir le bal. Lana, pourrais-tu nous planter le décor de ce sujet des vagues de chaleur, s'il te plaît, in English?
Merci beaucoup. Je pense qu'on est toujours plus à l'aise quand on est debout. Alors, on ne peut pas empêcher les bonnes habitudes d'un conférencier de s'appliquer. Alors, je m'excuse parce que je vais m'exprimer en anglais. Comme vous le comprenez, je ne sais pas parler français. Alors, qu'est-ce qu'une vague de chaleur? Depuis quelques semaines, mois, on entend parler de celle-ci. Vous en avez peut-être vécu vous-même. Et je pense que pour la première fois de mémoire, on a vu une séquence de vagues de chaleur, de canicule, avec l'Inde qui a eu des températures qui ont dépassé 50 degrés Celsius. Jusqu'à présent, officiellement, on a parlé de 25 000 cas de coups de chaleur et 60 décès, chiffres officiels qui figurent dans la presse aujourd'hui. Ces chiffres ont augmenté de 10 000 entre le moment où j'ai préparé ce PowerPoint et aujourd'hui. Nous avons constaté qu'il y en avait eu au Bangladesh avec plusieurs millions d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école, le Pakistan, le Sahel, les Philippines, le sud-est de l'Asie, le Mexique, et je pourrais poursuivre cette liste. Voilà pour le contexte. La question première à se poser, c'est qu'est-ce qu'une vague de chaleur? Le GIEC, donc le Centre de recherche des Nations Unies qui produit des synthèses sur le changement climatique, je vais les paraphraser dans leur définition. Ils les définissent comme un temps très chaud anormal qui dépasse un seuil pendant 2 jours consécutifs ou plus. Il n'y a pas de définition normalisée de ce seuil. Ainsi, au Royaume-Uni, par exemple, d'où je viens, le seuil se situe entre 25 et 28 degrés Celsius. Et donc, à Londres, ce seuil est de 28 degrés. Il est plus élevé que dans les autres comtés de la Grande-Bretagne. En Inde, le seuil est différent selon qu'on parle des plaines. 30 degrés pour les zones à altitude, 40 degrés pour les plaines. Mais il y a d'autres critères qui permettent de définir les canicules en Inde. Maintenant, cette détermination, définition, qualification d'une vague de chaleur ou canicule dépend de critères locaux. Alors, s'agissant du changement climatique, depuis les années 50, on constate que ces vagues de chaleur sont plus intenses, plus fréquentes, donc elles ont lieu plus souvent, et lorsqu'elles se produisent, elles sont encore plus chaudes. Cette carte ou cette carte du rapport du GIEC, j'espère que vous pouvez la voir, est une synthèse des changements observés dans les extrêmes thermiques depuis les années 50 dans le monde. Ce qu'il faut retenir de cette carte, c'est que si c'est rouge, c'est qu'il y a une forte augmentation. Lorsqu'on parle d'inondation ou de sécheresse, c'est un petit peu différent, mais pour les vagues de chaleur, c'est toutes les régions du monde quasiment qui sont touchées. En Amérique centrale et Amérique de l'Est, il y a un petit désaccord, discordance. Et pour l'Afrique centrale, les données sont assez limitées, mais pour d'autres régions du monde, on est quasiment certain qu'il y a une augmentation des extrêmes thermiques partout dans le monde depuis les années 50. On constate également qu'il y a eu aussi des nuits et des journées où les extrêmes de température étaient plus importants, à l'inverse du froid. Voilà ce qui s'est passé depuis les années 50. Maintenant, qu'en est-il des projections? À gauche, vous avez un événement sur 10 ans. Donc, entre 1850 et 1900, ça s'est produit une seule fois. Maintenant, c'est 2 fois 8. Et ensuite, cela dépendra du niveau de réchauffement. Donc 1,5 degré, c'est ce qu'on a en tête. Donc si cela devait se produire et que dans ce cas, il y aurait 4,1 fois plus de
une vague de chaleur. Si on dépasse les 2 degrés, ce sera 5,6 fois plus, et sinon ce sera 9,4 si c'est 4 degrés d'augmentation de la température mondiale. Donc, de toute façon, ces vagues de chaleur seront plus élevées sur une période de 50 ans. Ce signifie que même un scénario inférieur à 1,5 degré d'augmentation de la température de la planète, ces vagues de chaleur seront plus intenses, plus fréquentes. Tout dépendra aussi de ce qui sera observé en termes de données. Maintenant, si l'on essaye de voir les effets de la chaleur sur la santé humaine, il faut penser à la température, mais aussi à l'humidité, c'est-à-dire comment on ressent la chaleur et pas uniquement la température telle qu'elle est mesurée. Voici l'index de chaleur sur ce tableau, les températures en degrés et en haut les pourcentages d'humidité. Si vous avez une température de 38 degrés et 40% d'humidité, vous êtes dans les rouges-oranges, ce qui est dangereux pour la santé humaine. Les fatigues, les crampes sont probables et cette exposition à la chaleur serait terrible pour ceux qui pratiquent une activité physique. Et ensuite, vous avez des dangers extrêmes dans la zone qui est en violet. Donc les coups de chaleur. Donc ce n'est pas uniquement une question de température, c'est aussi une question d'humidité ambiante. Alors, de quelle manière est-ce que la chaleur impacte sur la santé? Je ne vais pas vous expliquer en détail tout ce qui se passe sur le plan physiologique, mais je vais vous signaler des articles qui expliquent très bien tout cela. Mais l'OMS a décidé dessiner ce diagramme. Alors, ça résume les symptômes, les crampes, les coups de chaleur, les personnes qui souffrent de problèmes respiratoires, les problèmes atteints de troubles en santé mentale. Ça, c'est l'aspect le moins exploré. Pourtant, on sait que les températures très élevées ont un effet sur la santé mentale. Les maladies rénales, la déshydratation. Et tout dépend en fait du degré de sudation et de la manière dont le cœur va affluer vers la peau et donc quitter un peu la partie du corps et des autres organes. Voilà pourquoi les personnes qui souffrent de pathologies lourdes sont plus vulnérables. Et puis il y a aussi les femmes enceintes et allaitantes et les jeunes enfants qui sont particulièrement vulnérables aux effets de la chaleur extrême. De plus en plus de données, de chiffres sont là pour illustrer l'impact de la chaleur sur les femmes enceintes. Beaucoup plus d'enfants naissent prématurés. Les femmes enceintes sont très gênées pendant leur grossesse et pour accoucher à cause de la chaleur. Les bébés peuvent même développer des ampoules à cause de la chaleur. Alors là, on parle de la chaleur, des vagues de chaleur. Aujourd'hui, on parlera une autre fois des sécheresses et des inondations, mais ces événements arrivent de manière croisée. On peut avoir des chaleurs extrêmes et de la sécheresse, des feux de forêt, suivis d'inondations, après des périodes de chaleur extrême, etc. Donc, ces événements peuvent se combiner. Et qui est particulièrement sensible à ces effets de la chaleur? On sait que les personnes âgées sont les premiers, les jeunes enfants, les personnes souffrant de pathologies chroniques, mais il y a d'autres groupes très vulnérables, les ouvriers qui travaillent à l'extérieur, ils sont particulièrement exposés, donc vulnérables aux chaleurs extrêmes, et les personnes qui n'ont pas la capacité de s'adapter ou qui ne peuvent pas faire baisser leur température corporelle, ou des personnes qui vivent à la rue, qui n'ont pas accès à des pièces air conditionnées, climatisées. Il y a beaucoup d'exemples. Mais certaines personnes ne peuvent pas prendre des précautions ou faire de la prévention pour se prémunir contre ces vagues de chaleur. Merci, Lana. Pourrais-tu nous éclairer sur la dimension épidémiologique des vagues de chaleur, s'il te plaît?
Merci, tout à fait. Donc c'était un peu la commande, de ce que j'en ai compris, en tout cas de revenir un petit peu sur comment on produit des connaissances sur l'impact de ces vagues de chaleur et comment ensuite on utilise, ces éléments pour projeter, des impacts futurs. Donc la première chose, c'est de revenir un petit peu sur la façon dont on fait le lien, entre, température, et mortalité. Alors, en termes de design, de conception d'études épidémiologiques, c'est ce qu'on appelle des analyses de séries temporelles. Ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on va regarder dans le suite du temps, donc ici on va regarder les jours, on va regarder des constantes environnementales, ici la température par exemple, et on va compter le nombre de décès tous les jours. Ce qui fait qu'on a des courbes comme ça ici qui représentent les nombres de décès par jour. En dessous, on a la courbe avec ici c'est l'ozone, mais on pourrait envisager la même chose avec la température. Et l'idée, c'est d'utiliser des modèles statistiques pour expliquer l'une par l'autre, en contrôlant sur d'autres cofacteurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des analyses de séries temporelles. C'est comme ça qu'on fait beaucoup de relations dose-réponse en santé environnementale. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce type d'analyse permet de capter des effets de court terme de la variable environnementale sur l'événement de santé. Et donc ça a un impact, notamment, c'est parce qu'on pense que avec ce type d'études qui représente quand même une très grande partie des éléments scientifiques qu'on a sur la relation entre chaleur, mortalité, enfin chaleur et santé, on peut éventuellement passer ou ne pas comptabiliser les effets et notamment la mortalité à distance. Si on a des mortalités qui surviennent 1 mois, 2 mois après les vagues de chaleur, on n'arrivera pas forcément à les capter avec ces études-là. Et par exemple, on s'est rendu compte récemment que c'est sans doute le cas pour les insuffisances rénales chroniques, qui sont là peut-être plus des effets cumulés de la chaleur et qui peuvent tuer à distance des vagues de chaleur et qu'on ne capterait pas avec ces études. Voilà, un élément à garder en tête. Alors, une fois qu'on a fait cette étude, qu'on a passé notre modèle statistique, on arrive à caractériser la relation entre température et mortalité. C'est ce qu'on appelle, en reprenant un petit peu les termes de la toxicologie, une relation dose-réponse. On regarde comment notre événement réagit à notre facteur environnemental. Et donc typiquement, ce qu'on a sur la mortalité, c'est une courbe dose-réponse en U qui connaît un optimal. Donc il y a un optimal de température. Cet optimal, il veut juste dire que c'est la température à laquelle on observe, à l'échelle d'une population, le moins de décès. Et ensuite, autour de cet optimal, on a une courbe en U avec une mortalité qui va augmenter très légèrement et très doucement dans les températures négatives, et une mortalité qui va augmenter beaucoup plus vite une fois qu'on a passé l'optimal. Donc on va avoir cette augmentation bien plus rapide dans les températures chaudes que dans les températures froides. Quelques éléments sur les facteurs individuels, on y reviendra un petit peu. Les femmes semblent un petit peu plus vulnérables aux températures chaudes en termes de mortalité. Alors ça, comme on ne l'observe pas dans toutes les classes d'âge, on peut penser que c'est lié plutôt à des phénomènes sociaux que des phénomènes biologiques. Une explication, c'est que les femmes sont souvent dans un couple la survivante, elles vivent plus longtemps que les hommes, et donc en période de vague de chaleur, les femmes sont plus souvent isolées socialement que les hommes qui sont, eux, pas encore veufs, très souvent dans les tranches d'âge élevées, ce qui explique que finalement les femmes sont souvent plus seules pour faire face à une vague de chaleur et peuvent en décéder plus facilement. L'isolement social étant un facteur de risque. Et ensuite, sur les tranches d'âge, on a une vulnérabilité qui va augmenter avec l'âge, qui est forte, qui va être plus forte chez les jeunes enfants, et puis ensuite va se stabiliser, et on a les tranches d'âge les plus élevées qui vont réagir plus fortement aux vagues de chaleur sur ces quelques éléments. Donc voilà, les éléments à garder en tête, c'est cette forme en U, avec une augmentation aux températures chaudes qui est vraiment très importante. Ce qui veut dire qu'on peut commencer à avoir des effets de mortalité à des températures chaudes, mais pas extrêmement chaudes. Voilà, on commence à comptabiliser ces décès. Et un point que je vais illustrer peut-être un petit peu après, 2 points importants. Le premier, c'est que cet optimum de température, donc j'ai parlé de l'optimum, celui auquel on observe le moins de décès, il est très variable géographiquement. Donc là, vous voyez peut-être pas grand-chose, mais c'est la même courbe représentée pour différentes villes. Et par exemple, cet optimum de température où on observe le moins de décès, à Toronto au Canada, il est autour de 20 degrés, alors que au Cambodge, à Bangkok, il est autour de 30 degrés. Donc on a une variabilité autour de cet optimum qui, selon ce qu'on pense, dépend principalement plutôt d'adaptations socioculturelles
comment la ville s'est organisée, comment les humains, les sociétés se sont organisées, plus que de composantes génétiques. Ça peut peut-être jouer un rôle, mais on pense que voilà, si vous êtes allé au Canada, les villes ont été vraiment adaptées à des températures froides. Dans des pays plus tropicaux, on a cette adaptation aux températures chaudes, et donc ça traduit ce qu'on appelle une adaptation socio-culturelle. L'autre élément qui est important, c'est qu'est-ce que ça traduit en fait, cette mortalité ? Qu'est-ce que ça traduit, cette mortalité, avec cette courbe en U ? De quoi on décède finalement quand on est en vague de chaleur ou avec cette mortalité ? Et bien finalement, cette courbe dose-réponse, ici c'est la même chose, mais représentée par cause de décès. Et en fait, pour vraiment une très très grande famille de causes de décès, on retrouve cette courbe en U, on retrouve la même forme, que ce soit pour des maladies respiratoires, des maladies infectieuses, des maladies cardiaques, également des néoplasmes. Voilà, on a vraiment cette courbe qu'on retrouve partout, ce qui laisse penser, et ça, d'un point de vue physiologique, on sait que les températures affectent énormément de constantes métaboliques, enfin énormément de fonctionnement métabolique, et donc c'est pas tant une surprise que ça puisse toucher toutes les causes de mortalité. La seule qui va différencier, c'est le suicide, où là on a une relation qui est vraiment très différente, qu'on n'arrive pas trop à expliquer. Un élément toutefois, c'est que malgré cette courbe qui représente, qui a vraiment la même forme, quelle que soit la cause de mortalité, et donc qui semble vraiment affecter l'ensemble du fonctionnement de l'organisme, qui est le reflet de la température qui affecte l'ensemble de l'organisme, on pense que les mécanismes à l'œuvre dans les températures froides ne sont pas les mêmes que dans les températures chaudes. Voilà, il se passe des choses, mais on n'arrive pas trop à savoir ce qui se passe. Dans les températures chaudes, on a effectivement un rythme cardiaque qui va être affecté, une circulation qui va être affectée. Ça va se répertorier, répercuter, sur beaucoup d'autres fonctionnements métaboliques. Voilà, on n'est pas certain que ce soit les mêmes phénomènes dans les températures froides, et ça a une importance quand on va projeter ce qui va se passer dans des températures sous des régimes de réchauffement climatique. Je vais en parler un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour en revenir un petit peu sur maintenant, une fois qu'on a décrit un petit peu cette relation dose-réponse, qu'est-ce qu'on sait de l'impact en termes de santé publique des vagues de chaleur ? Donc, je vais vous donner quelques chiffres en France et en Europe. En France, donc ici, vous avez un diagramme qui représente les vagues de chaleur en termes de durée et d'intensité maximale, donc de température maximale. En France, l'événement historique, c'est vraiment la canicule de 2003 qui a été la plus chaude. Celle de 2022, donc 15 000 décès, on l'a dit, celle de 2022, dont on a beaucoup reparlé, a duré plus longtemps, mais a été un peu moins chaude. Et donc voilà ce qu'on a en France sur ces températures. Donc 2003, c'était à peu près 15 jours avec une température moyenne au-dessus de 30 degrés, autour de 30 degrés. Donc ça, c'est ce qu'on a observé en France jusqu'en 2020. Et on peut faire maintenant avec les modèles climatiques des projections de ces températures. Et donc là, nous avons des projections avec des ronds de différentes couleurs. En rouge, ce sont les projections selon le scénario le plus pessimiste du GIEC, le fameux RCP 8.5, qui est malheureusement celui vers lequel on se dirige pour l'instant, avec selon les tendances. La canicule de 2003 est ici. Voilà. Et donc, on observe donc, il y a de la stochasticité dans les modèles, donc il y a des réplications, mais on observe des canicules qui, en tendance, si on suit ce scénario 8.5, le scénario le plus défavorable en termes de réchauffement climatique, qui deviennent vraiment des événements. Là, vous avez des températures de l'ordre de plus de 33 degrés qui vont se maintenir plus de 75 jours par an. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur une autre ampleur. On le sait, dans un réchauffement climatique de plus 3-4 degrés, un été comme l'été 2022 en 2050 deviendra un été normal et plus exceptionnel. Ça, on le sait. Et ce qui est important de voir aussi, c'est que les bulles jaunes ici sont ces mêmes projections de canicule sous une projection de réchauffement climatique plus favorable, le RCP 2.6, qui correspond à l'objectif 2 degrés de réchauffement climatique. Donc, si on arrive à maintenir ce réchauffement climatique, on arrive vraiment à réduire ce risque de canicule qui devient vraiment sinon une menace là comme on n'en a pas encore connu. Alors, comment on calcule le bilan en mortalité de ce type d'événement ? On va se rebaser sur les courbes dose-réponse que je vous ai montrées. On va regarder finalement quelle était la normale, donc ce qu'on appelle un scénario baseline, quelle aurait été la courbe de température attendue sur un été normal, donc dans le passé, avant 2020 par exemple, si on veut comparer deux périodes. C'est la courbe en grise. En 2022, on n'a pas observé ça, on a observé ces anomalies de température, la courbe en noir. Et finalement, pour chaque jour, en reportant la différence de température, en appliquant l'excès de mortalité lié à cette différence, on arrive à calculer un impact sanitaire. Et donc,
Pour l'Europe, hein, l'été 2022, on a estimé 60 000 décès en excès. Et donc je vous l'ai dit, hein, plus les femmes plus touchées que les hommes, mais pas dans toutes les tranches d'âge, ce qui laisse suggérer ce rôle un peu social ou ce rôle un peu indirectement capté de l'isolement social. Voilà, ça c'est les chiffres pour l'Europe, une estimation des chiffres de canicule 2022 pour l'Europe. En France, on a la même méthodologie qui a été réalisée par Santé publique France. Et Santé publique France a permis de montrer que la canicule 2022 a été responsable de 7 000 décès en excès, à comparer aux 15 000 de la canicule 2003, ce qui veut dire qu'on a quand même appris des choses. Hein. On a mis en place un système canicule et on en reparlera, mais certaines méthodes de prévention, notamment dans les EHPAD, hein, ou envers les personnes âgées, qui ont quand même fonctionné. À l'échelle cumulée, hein, depuis 2014, c'est 30 000 décès en excès en France, hein, tous les étés, pour ces causes d'anomalies de chaleur. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder quand est-ce qu'ils surviennent, ces décès, lors de l'été 2022. On a, entre guillemets, seulement 30% des décès qui surviennent les jours d'alerte canicule. Ce qui veut bien dire que finalement, les jours de canicule, on a un surrisque et donc ça justifie de mettre en place des plans de gestion, hein, parce qu'on a bien 30% des décès qui n'interviennent que 6% des jours de l'été. Donc on a vraiment une concentration du risque au moment de ces journées-là. Mais on peut voir aussi le problème dans l'autre sens en se disant on a quand même 70% des décès en excès qui surviennent en dehors des jours de canicule. Et là, en fait, on retrouve un petit peu cette problématique qu'on a sur des questions de pollution atmosphérique. On gère pendant les périodes de pic, mais finalement, la grosse masse des victimes se fait pendant des périodes de plateau, c'est-à-dire des températures élevées, mais pas extrêmement élevées. Et donc, c'est bien ça qu'on voit. 70% des décès en dehors des jours d'alerte canicule. Donc, voilà, ces anomalies de température, il n'est pas nécessaire qu'on atteigne des extrêmes vraiment pour avoir un surrisque de mortalité. Des températures un peu plus chaudes que la normale, mais pas extrêmement chaudes, sont également quelque chose qui représente un fardeau à l'échelle de la population. Voilà, un tiers de ces décès ont quand même concerné des personnes de moins de 75 ans, donc on n'est pas sur quelque chose qui ne fait des victimes que chez les tranches les plus âgées de la population. Alors, qu'est-ce que ça nous dit maintenant quand on va regarder un petit peu l'avenir en projection sous des régimes de réchauffement climatique ? Une étude qui a été conduite en 2017, que j'ai trouvée éloquente, notamment pour illustrer où est-ce que se fait la recherche sur ces questions et quelles sont les données qui sont prises en compte. Donc cette étude qui était, il y en a une toute récente que j'ai pas vraiment eu le temps d'intégrer, mais voilà, on voit bien où se fait la recherche et quels sont les trous noirs de la recherche sur l'impact des canicules. Énormément de recherches en Europe, en Amérique du Nord, un petit peu quand même en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, rien en Afrique. Voilà, c'est le point à garder en tête. Donc on a quand même vraiment là aussi un reflet de la science telle qu'elle se fait. Et donc, ce qu'a comparé un peu cette étude, c'était le bilan net. Parce que, comme on l'a vu, on a une courbe dose-réponse qui est en U. Donc, finalement, sous régime de réchauffement climatique, on va décaler cette courbe réponse. Et un argument qu'on attend parfois, c'est que oui, on aura plus de décès les jours chauds, mais moins de décès les jours froids. Et donc, c'est un peu ce qu'a essayé de chiffrer cette étude, en montrant que dans la plupart des endroits, quand même, en effet net, donc ici, vous avez les trois différentes hypothèses d'intensité du réchauffement climatique. Hein. Un réchauffement climatique à 1,5 degré, 2 degrés, et ici, un réchauffement climatique non contrôlé. Dans la plupart des endroits, on a bien, quelque part, une réduction des décès estimés dans les températures froides, mais qui est très largement surpassée par le surrisque lié aux températures chaudes et aux augmentations de températures chaudes. Alors, elle a été un petit peu malheureuse, cette publication, parce que vous voyez que dans certains endroits, c'est pas si clair et on peut avoir estimé que finalement, on allait plus gagner en diminution de la mortalité les jours froids qu'en augmentation les jours chauds. Et ça, c'est vraiment un sujet hautement débattu parce que, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas ce qui se passe vraiment, on a moins de bonne idée de ce qui se passe dans les températures froides. Ça peut être lié à des phénomènes infectieux plus que l'effet direct de la température. Et pour beaucoup, ce n'est pas du tout évident qu'on va réduire la mortalité en hiver par le réchauffement climatique. Donc ça a été notamment très mal utilisé, ces arguments-là. Un présentateur météo connu nous avait expliqué à des heures de grande écoute que non, le réchauffement climatique, ce ne serait pas si mal en France, ça allait moins tuer. Puis en plus, là, on parle que de la mortalité liée aux chaleurs, il y a plein d'autres phénomènes. Enfin, donc voilà, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, sachant que dans les parties les plus peuplées de la planète, on voit bien que l'effet net est très largement négatif. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de mortalité induite que de mortalité prévenue. Et finalement, donc là j'ai bien montré, quelque part on voit bien les limites de ces études, où on a très peu d'éléments dans des régions comme l'Afrique. Il y a une étude qui a très récemment a été intéressante parce qu'elle partait d'un autre principe
ne pas partir là de données épidémiologiques, mais plus d'une approche écologique, en essayant de retracer la distribution des populations humaines en fonction de la température annuelle moyenne. Et ce qu'a montré un peu l'étude, elle a défini ce qu'on appelle une niche écologique humaine, qui là aussi peut être controversée, mais en disant, voilà, à l'histoire de la population humaine, on a vraiment très peu de populations qui habitent dans des endroits où, en moyenne à l'année, il fait plus de 29 degrés. Donc, arbitrairement, on va décider que c'est un peu un seuil au-delà duquel c'est pas forcément inhabitable, mais c'est très difficile pour une société de s'organiser et de survivre à ces endroits-là. Et en régime de réchauffement climatique, finalement, on va avoir beaucoup plus de population qui va passer au-delà de ce seuil de 29 degrés à l'année. Et ce qu'a chiffré l'étude, c'était où allait être située cette population et de combien de personnes on parle. Et là, les résultats sont assez éloquents de même. Donc, ces régions qui vont devenir inhabitable au sens où la température moyenne annuelle va dépasser ce que supporte actuellement 0,3% seulement de la population. C'est la zone grisée ici pour un réchauffement de 2,7 degrés. Donc encore une fois, ce vers quoi on se conduit avec les engagements des États actuels. Ici 1,5 degré. Mais on voit qu'on a des grandes parties de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, qui deviennent proprement inhabitables. Les chercheurs ont chiffré un petit peu ce que ça représentait. Pour un réchauffement à 1,5 degré, on a 500 millions de personnes qui vont habiter dans des régions qui seront devenues très difficilement habitables. Pour 2,7 degrés, 2 milliards d'humains qui seront quelque part chassés de cette niche écologique. Donc voilà, je vous laisse prendre l'ampleur de ces chiffres. C'est débattu parce qu'effectivement, on a ces phénomènes d'adaptation socioculturelle. On peut peut-être s'adapter. Ce que nous dit le GIEC, c'est qu'on peut s'adapter jusqu'à un certain point. À partir d'un certain d'autres, il y a des limites dures à l'adaptation et on ne pourra pas s'adapter à tout. Donc voilà un peu ce qu'a essayé de chiffrer cette étude. Alors maintenant, sur des éléments de prévention et d'adaptation, deux mots. On n'a pas de formule magique pour la prévention, l'adaptation des canicules. À l'échelle individuelle, on sait qu'il faut se rafraîchir, boire, pas rester isolé. À l'échelle collective, on sait qu'il faut mettre des plans d'alerte canicule, qu'il faut organiser cette lutte contre l'isolement social, donc aller vérifier un petit peu, aller prendre nouvelles mettre en place un check-in des populations vulnérables. Ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle les cooling centers, ou alors les refuges climatisés. On en reparlera peut-être, mais la climatisation, on le sait, est une très mauvaise solution. C'est une maladaptation au changement climatique. Ce qui a bien marché, ce qui peut marcher, ce qu'a notamment expliqué en France qu'on n'ait pas eu des fardeaux comme en 2003, c'est la mise en place dans les EHPAD de pièces réfrigérées climatisées où on allait mettre collectivement les personnes pour les rafraîchir quelques heures par jour. Donc, essayer d'envisager la climatisation plus pour créer des refuges que la généraliser dans des bâtiments entiers. Mais voilà, pas de solution miracle. Un facteur qu'on sous-estime et qui peut être intéressant, notamment pour des enjeux opérationnels de terrain, c'est l'acclimatation. Là, on a des éléments en santé professionnelle. On sait que l'organisme doit mettre en place certains mécanismes d'acclimatation liés à la sudation, à la circulation, au rythme cardiaque. Il faut environ 7 à 14 jours pour s'acclimater à des fortes chaleurs. Donc voilà, ça, quand on met en place une réponse humanitaire, c'est peut-être quelque chose à garder en tête. Et enfin, je vais terminer sur un point qui me semble très important, c'est cette question d'adaptation socioculturelle ou technologique. Et il y a une étude qui est vraiment extrêmement originale, qui a été publiée l'an dernier, qui a essayé de comparer ces deux voies d'adaptation dans un endroit qui est le nord de l'Australie, où cohabitent deux populations, des populations non aborigènes, qui, quelque part, ont mis en place une forme d'adaptation au réchauffement climatique, c'est la climatisation. Chez les populations non aborigènes, on avait 52% des logements climatisés en 1980, ils étaient 93% en 2010. Et on a aussi dans cette région une population aborigène qui là est extrêmement défavorisée. On a 10 fois plus de SDF, donc on n'a pas accès à ou beaucoup moins accès à toute cette adaptation technologique. Et ce qu'a montré l'étude, c'est que finalement, en termes de réponse à la mortalité, donc la mortalité liée à la chaleur a bien augmenté du fait du réchauffement climatique avec le temps, et elle a augmenté à peu près de la même façon chez les populations non aborigènes que chez les populations aborigènes. C'est-à-dire que finalement, la climatisation n'a pas du tout protégé, ou pas plus du moins, les populations non aborigènes que les populations aborigènes. Et donc là, il y a une adaptation technologique qui n'a pas fait le travail finalement, enfin en tout cas qui n'a pas réussi à bien protéger les populations non aborigènes. Une explication, c'est la mise en place de ces fameuses adaptations socioculturelles. Et une des pistes d'explication, c'est que les aborigènes vivent plus au contact de la nature, sont plus
en réponse, en phase, on va dire, avec le rythme des saisons, ont pu adapter certaines de leurs activités sociales, les déplacer en soirée ou pendant la nuit également, mettre en place également, enfin, faire plus attention à faire moins d'efforts physiques les jours de forte chaleur, une forme d'adaptation, là, en réponse à l'environnement, que n'a pas mise en place la population non aborigène qui s'est reposée sur l'adaptation technologique, avec derrière 2 messages importants. La première, c'est que finalement, le recours généralisé à la climatisation, toute l'année, la plupart du temps, ben, c'est peut-être quelque chose qui va nuire et qui va réduire les capacités d'adaptation de l'organisme durant les périodes de canicule. Et ça, c'est un champ de recherche qui est encore ouvert et qui pose vraiment des questions en disant la climatisation, c'est peut-être quelque chose qu'il faut réserver durant les pics de chaleur, mais en tout cas, vivre toute l'année sous la climatisation, c'est peut-être une très mauvaise idée, même à titre individuel, pour se préparer à ces pics de canicule. Et le deuxième point, c'est que ce phénomène d'adaptation socio-culturelle, comment on s'adapte en tant que société à la chaleur, on en a des formes dans des populations occidentales, hein, et notamment la sieste en est une. La sieste, c'est une adaptation socio-culturelle à la chaleur, aux fortes chaleurs, et c'est quelque chose qu'on est en train de perdre en tant que société, dans des sociétés occidentales où les impératifs économiques ont pris le dessus. Enfin, même des pays, on aime bien moquer les pays d'Europe du Sud sur la sieste, ces pays-là sont en train de ne plus faire la sieste, de ne plus avoir recours à ces types d'adaptations. Or, ça paraît peut-être être une réponse à l'échelle sociétale adaptée pour faire face à ces vagues de chaleur. Voilà, j'en ai terminé. Je vais passer, ça j'avais prévu, on y reviendra s'il faut. Ouais. Merci beaucoup, Kevin. Et je pense qu'il y a ici du top management de MSF. J'espère qu'ils les entendent. Donc, Lana, si tu veux bien reprendre le micro et nous expliquer comment justement les individus et les organisations collectives s'organisent pour faire face à ce tableau un peu sombre, je trouve, que Kevin nous a dressé de la situation. S'il y a des bouffées d'éco-anxiété dans la salle, je vous invite à vous tourner vers les quelques militants d'Extinction Rebellion qui sont présents, qui savent gérer ça. Lana, c'est à toi. Oui, vous êtes convaincu que les pics de chaleur et les canicules sont un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les combattre ou pour y réagir? Il existe un réseau d'information sur le lien santé-chaleur à l'échelle mondiale qui, sous la houlette de l'Organisation météorologique mondiale, qui rassemble des scientifiques, des météorologues, pour améliorer nos capacités à limiter le nombre l'excès de décès pendant les vagues de chaleur. Et on propose des moyens assez simples pour réduire l'impact de la chaleur sur la santé. Il faut engager les gens qui ont les connaissances, mener les bonnes actions. Il existe plusieurs stratégies, par exemple la prévision des vagues de chaleur et les services, la communication, la sensibilisation de proximité. Ils ont fait des études de cas si cela vous intéresse. Donc, qu'est-ce que l'on sait de cette adaptation aux chaleurs extrêmes? D'abord, une des meilleures choses, c'est d'avoir un plan pour faire face à la chaleur. Maintenant, on les appelle les plans chaleur et santé, généralement. Un premier modèle a été créé en 2013 après les vagues de chaleur de 2010 au Gujarat en Inde. Et il y a aussi une guidance de l'OMS qui était parue en 2008, les préconisations de l'OMS pour lutter contre les vagues de chaleur. Et ça récapitule ce qu'il faut savoir face aux vagues de chaleur, les systèmes d'alerte précoce, sensibilisation du public, les capacités des professionnels et puis arriver à réduire l'exposition à la chaleur. L'image à gauche, c'est un petit graphique de l'OMS, que faire pendant une vague de chaleur. Boire de l'eau régulièrement, fractionner les repas, manger moins chaque fois mais plus souvent, porter des vêtements légers de couleur claire, porter un chapeau, se protéger la tête, prendre des douches fraîches. Mais évidemment, il y a des endroits où on n'a pas accès à de l'eau potable facilement.
Et que faire pour mieux communiquer sur ces dangers des chaleurs extrêmes? Là, à droite, ça vient d'une étude qui portait chez les femmes enceintes et les nourrissons, les nouveau-nés au Kenya, et la manière dont la chaleur affectait ces nourrissons et ces femmes enceintes ou allaitantes. Les femmes ont été interrogées dans le cadre de cette étude au Kenya, et puis on les a toutes rassemblées pour savoir quelles interventions elles voyaient comme étant prioritaires pour lutter contre l'impact des chaleurs extrêmes et quels étaient les obstacles pour déployer ce genre de mesures. Une des interventions, ce qui est ressorti des interventions, c'est d'abord l'accès à l'eau. Et en fait, on a parlé avec ces femmes, plus leurs voisins, etc., toute la communauté, des petits gestes qu'on pouvait faire pour réduire l'impact. Par exemple, quand on travaille au champ, ne pas avoir l'enfant attaché sur soi, réaliser les tâches difficiles le matin aux heures plus fraîches. Et pour les femmes postpartum, ne pas reprendre les activités professionnelles ou dures immédiatement après l'accouchement. S'agissant des systèmes d'alerte précoce et de communication, il faut toujours penser à l'auditeur, l'utilisateur final. Alors, comme pour le plan d'action d'Aval, on a pensé aux femmes qui travaillaient à l'extérieur, les femmes qui vendent des produits dans la rue. Il y a eu un petit échantillon d'une centaine de femmes qui étaient objet de l'étude. Seuls 50% d'entre elles avaient accès à un téléphone qui leur permettrait de bénéficier du système d'alerte précoce. Et de toute façon, il fallait qu'elles sortent pour travailler. On pouvait les prévenir des risques associés à la chaleur, mais comme leur salaire est quotidien, elles ne pouvaient pas se permettre de rester chez elles. Il faut tenir compte du revenu, des sources de revenus, lorsqu'on veut réduire aussi les risques liés à la chaleur. Il y a également des modifications structurelles qui sont possibles. Vous avez un toit blanc que l'on peint en blanc pour réduire l'impact de la chaleur. C'est assez efficace. Et à droite, ça, c'est Roof Over Heads, qui est un projet qui a été lancé il y a quelque temps, qui réunit toutes les femmes du monde pour évoquer tous leurs problèmes. L'un des problèmes étant avoir un toit sur la tête, c'est-à-dire être à l'abri. Et ce qu'elle vise à faire par cette campagne, c'est que praticiens et femmes spécialistes de la construction et des matériaux de construction rencontrent des femmes pour évaluer dans les installations informelles, c'est-à-dire les bidonvilles, comment les habitats sont construits, quels sont les risques liés à la chaleur ou à d'autres événements extrêmes comme des tempêtes. Quelles sont les solutions à bas coût qui seraient intéressantes. Et jusqu'à présent, 17 sites ont été identifiés où l'on a examiné les structures, on a mesuré la chaleur et puis on essaye de voir ce qu'il est possible de faire. Et donc, d'ici quelques années, on aura, espérons-le, les conclusions de ce travail, de cette campagne. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une approche ascendante plutôt que descendante. Et ensuite, la question qui se pose, c'est la résilience du système de santé. À gauche, vous avez le cadre opérationnel de l'OMS sur les systèmes de santé bas carbone et résilients, qui a été produit en 2015. Elle a été mise à jour l'année dernière, qui a intégré le bas carbone. Donc, on tient compte aussi des émissions du système de santé. Et vous avez les briques du système de santé de l'OMS et qui disent que pour avoir un système résilient, tous ces aspects doivent être pris en compte, comme par exemple le leadership, le gouvernement, avoir un personnel de santé sensibilisé, c'est en rouge. Et puis, il y a un corpus de recherche de plus important
qui porte sur la résilience des systèmes de santé, ce qu'il est possible de faire pour les rendre plus résilients. Par exemple, une étude qui s'appelle Higher Horizons au Zimbabwe qui a étudié l'expérience des professionnels de santé. Ce que je retiens de là, ce n'est pas uniquement inconfortable pour les professionnels de santé de travailler dans ces chaleurs parce que c'est aussi le temps passé auprès des patients, parce qu'il faut aussi aller chercher de l'eau pour se rafraîchir. L'idée, c'est d'avoir accès, par exemple, à des boissons fraîches à proximité des services. Maintenant, comment évaluons-nous la résilience des systèmes de santé? Vous avez la checklist au milieu de l'OMS pour ces événements climatiques, avec une série de questions que l'on peut se poser au niveau des installations de santé, des centres de santé, pour voir s'il y a une résilience. Par exemple, est-ce que le personnel dispose d'un plan pour identifier et protéger les professionnels de santé des stress thermiques? Il y a Urban Shade, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a été évoqué dans ma présentation, qui concerne le Kenya, la Syrie et l'Inde. Et l'idée, c'est d'adapter cette checklist, de la rendre plus pratique, plus courte, pour voir quel est le niveau de base à partir duquel on part. Qu'en est-il du rôle des professionnels de santé, des responsables politiques, des personnes qui vivent dans les bidonvilles, et voir ce qu'il est possible de faire pour renforcer la résilience et réduire les effets des chaleurs extrêmes sur ces populations. Ce projet n'a commencé qu'en février, mais nous avons déjà eu quelques consultations initiales dans le cadre de cette proposition. Alors, ce qu'ils nous ont indiqué, c'est des maladies liées à la chaleur qui ont des effets sur la santé, qui ont des effets sur le système de santé, c'est-à-dire ne pas pouvoir accéder au centre de santé qui peut être fermé s'il y a une canicule. Alors, il n'y a pas de solution simple à ce problème s'agissant de l'impact de la chaleur sur la santé, mais il y a des approches intéressantes qui sont en cours de développement. Néanmoins, maintenant, je vais donner la parole à MSF pour évoquer cette question. Merci, Lana, une fois encore. Maintenant, Aïna, qu'en est-il d'MSF? Que fait MSF? Je vais vous donner quelques exemples de ce que fait MSF en la matière. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter l'équipe dont je fais partie. Nous faisons partie de l'équipe HACE, Humanitarian Action for Climate and the Environment, donc Action humanitaire pour le climat et l'environnement. Léo Tremblay, qui est un météorologue, hydrogéologue, qui a une formation aussi dans le Watson. Récemment, un nouveau membre a rejoint l'équipe, Jacob Lévy, clinicien qui est spécialisé dans les maladies infectieuses. À nous trois, ce que nous faisons dans HACE, nous apportons une aide à l'ensemble du mouvement MSF pour renforcer l'adaptation climatique, essentiellement par 3 piliers. Le premier étant de développer un accès aux services climatiques qui peuvent être utiles à l'ensemble du mouvement. Cela peut prendre différentes formes. Nous visons également à créer une communauté au sujet de l'adaptation au changement climatique qui viserait à partager les connaissances. Et puis, il s'agit aussi de former les nouvelles générations. Voilà pour les 3 piliers. Alors, je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi. J'ai parlé de l'adaptation au climat. Je sais que, comme on l'a dit, qu'est-ce que ça veut dire l'adaptation? Est-ce que ça veut dire pour MSF l'adaptation climatique? Et question fondamentale, faut-il se lancer dans l'adaptation? Et je voulais juste dire que ces questions sont tout à fait légitimes. Et je suis heureuse de voir qu'il y a de plus en plus d'espace où ces discussions se tiennent au sujet de ces thématiques. Et j'espère que lors du débat, nous allons pouvoir aborder ces questions.
Ce que j'ai préparé aujourd'hui, néanmoins, c'est plutôt un panorama général des différents cadres d'adaptation climatique qui s'appuient sur un certain nombre des concepts que Kevin et Lana ont évoqués. Et je vais vous donner, à partir de ces cadres, quelques exemples de ce qui est réalisé au sein d'MSF. MSF n'a pas de cadre politique ou de positionnement sur l'adaptation au climat à ce jour, à l'échelle du mouvement. Donc j'ai pris la liberté d'emprunter un cadre qui existe déjà de façon à structurer un petit peu mon exposé, vous présenter ce qui se passe à MSF. Alors, je voudrais la plupart d'entre vous connaissez ces deux termes. Atténuation, c'est s'attaquer aux causes du changement climatique pour en minimiser les répercussions. On a beaucoup travaillé sur ces questions avec une très forte ambition, avec des partenaires clés, Climate Smart et tous les centres opérationnels. Et la Green Team, par exemple, ici, ont des structures internes pour faire avancer ces questions. Mais ce que j'aimerais aussi, ce qu'il faut faire, c'est la distinction entre atténuation et adaptation. Il s'agit de se préparer et adapter nos actions actuelles pour réduire les risques des dégâts futurs. Alors, pour les opérations d'MSF, il s'agit d'apporter une aide humanitaire dans un contexte de changement climatique et d'environnement qui se dégrade, donc qui requiert une adaptation de notre part. J'ai extrait 5 piliers de différentes typologies d'actions qui existent au sein d'MSF et je vous donnerai pour chacun de ces piliers un exemple. Le premier, c'est ce que j'appelle le témoignage et le plaidoyer. Nous savons tous que c'est un principe clé de MSF de témoigner des atrocités qui se passent dans le monde et de mettre en avant les populations qui sont toujours sous les radars. Et cela existe à MSF depuis sa création et le climat est un autre angle qui permet de donner visibilité à ces populations. Différents groupes le font au sein d'MSF. Il y a eu le Lancet Countdown, le groupe de travail COP. Il y a aussi beaucoup de rapports qui sont publiés, qui portent sur certaines populations. Ici, il y a un exemple que j'aimerais vous donner. L'équipe du Sud-Soudan nous a contactés parce que il y a eu une canicule importante au Sud-Soudan. Donc, un journaliste de la BBC les a contactés et le coordinateur médical a dit qu'ils avaient des températures supérieures à 50 degrés dans les tentes hospitalières avec les concentrateurs d'oxygène qui tombaient en panne les uns après les autres, avec un nombre croissant de personnes qui mouraient jour après jour. Donc voilà ce que l'équipe a pu partager et donner comme visibilité à ce qui se passait au Sud-Soudan, dont on ne parlerait pas sinon. Ensuite, il y a la planification scénario. On travaille sur des scénarios, sur les maladies. C'est comme ça que l'on essaye de préparer les événements futurs. Et ici, j'ai un concept assez différent à vous présenter, où l'on essaye de s'inscrire dans des perspectives futures et d'imaginer ce que serait l'avenir. Et on peut le faire pour tout type de défi, mais là, on le fait sur la chaleur pour essayer de voir si les projections futures qui viennent d'être exposées par Kevin peuvent avoir une interaction sur d'autres aspects comme les conflits, la politique, les aspects socio-économiques, l'évolution socio-économique et créer des scénarios qui nous permettront de comprendre les défis qui se poseront à nous à l'avenir. Et cet exercice nous permet d'identifier certains points
sur lesquels on devra travailler. Cela nous donne des orientations. En février, nous avons tenu l'un des premiers ateliers de planification à Bruxelles. Nous prévoyons d'en tenir un autre à Nairobi en novembre. Ensuite, il y a la question de ce que j'appelle l'adaptation opérationnelle, ce qui vous intéressera certainement au premier plan. Et là, je voudrais évoquer 2 points qui sont liés à la recherche opérationnelle et ce que j'appelle l'adaptation ad hoc. Je vais commencer par la recherche opérationnelle. Comme on l'a vu, des données présentées par Kevin et des cartes qui montrent où la recherche est réalisée, elle n'est pas menée effectivement sur les terrains où MSF est présent. C'est essentiellement dans les zones tempérées, pays occidentaux, où l'on a une bonne compréhension des effets de la chaleur sur les populations, ce qui n'est pas le cas des zones où nous sommes présents. Et cela peut avoir des conséquences sur les mesures d'adaptation que l'on pourrait mettre en œuvre, qui ne seraient pas les mêmes que celles que l'on pourrait avoir en France, par exemple. Donc, il est nécessaire de comprendre les risques, de voir comment on peut avancer. Et ici, je voulais vous montrer... Ça, c'est un travail qui est en cours. Nous avons commencé cela avec OCG, HAC et le centre GIS de Genève pour essayer de comprendre quels sont les risques associés aux dangers climatiques des jeunes. Vous avez ici le WBGT, qui est un autre indicateur comme l'indice de chaleur que nous a présenté l'ANA. Donc, on associe des informations ici sur la température et l'humidité. Et là, dans ce cas tout particulier en bas, vous pouvez lire que des valeurs supérieures à 30 degrés sont considérées comme étant des stress thermiques très élevés. Et 14% de nos projets se trouvent actuellement à des températures aussi élevées pendant plus de 60 jours par an. Donc, c'est au moins 60 jours par an où nos opérations sont menées sous des températures aussi extrêmes. Et dans d'autres endroits, on peut aller jusqu'à 197 jours. Autre projet de recherche opérationnelle sur lequel nous travaillons actuellement, sur lequel nous sommes en train d'élaborer une proposition, c'est d'étudier les différents seuils qui sera les déclencheurs de nos actions. Comme l'ANA l'a dit, les seuils ne sont pas universels, ils sont propres aux régions, aux pays, et on ne connaît pas suffisamment bien les populations avec lesquelles on travaille et leurs seuils. Et même s'il y a un système d'alerte national, il faut comprendre ce que cela signifie pour nous en tant qu'équipe et aussi pour les populations que nous aidons, parce que les seuils sont parfois mal connus. Donc, on essaye d'évaluer les impacts dans les camps de réfugiés et d'essayer de voir quel serait le seuil et quelles seraient les actions à mener à bien si l'on identifie ces seuils de déclenchement. Donc, voilà pour la recherche opérationnelle. Ensuite, pour l'adaptation ad hoc, un rapport récent qui comprenait les comptes rendus de 49 personnes de 30 pays MSF. Et ce qui apparaissait de ce rapport, ils exposaient qu'ils s'adaptaient comme ils pouvaient. Et l'un des exemples que j'aimerais évoquer, c'est ePrep au Pakistan, qui a été élaboré en 2018, qui a été mise en œuvre pendant 3 ans et qui a été abandonné. Mais c'était un système d'alerte très efficace avec un plan d'action qui a été déclenché après la canicule de 2017, qui avait tué environ 2000 personnes dans la région. Ouais. Alors, 2 autres piliers encore. Le partage des connaissances. Cela revient à l'un des piliers de HACE, c'est-à-dire avoir une communauté de partage des savoirs.
Il y a quelques mois, cette communauté de pratique a été créée. Elle comprend des membres de tous les centres opérationnels. L'idée est de développer une plateforme où nous allons partager nos savoirs et nos connaissances et éclairer les directeurs médicaux et opérationnels dans leurs décisions. Et enfin, réponse et anticipation des urgences, ce qui est quand même le cœur de l'action d'MSF. Et là, il y a 3 produits, les briefings saisonniers qui sont réalisés par Hayes et nos partenaires régionaux. Ici, on essaye d'apporter, de voir ce qui s'est passé dans la saison passée en termes de pluviométrie et ce qui est prévu pour les saisons à venir, sachant que ainsi on pourra anticiper certains problèmes. Pour l'instant, cela n'existe que pour l'Afrique de l'Est. Nous prévoyons de l'étendre à d'autres régions. Et vous avez peut-être reçu un email. Cela a été lancé hier. Et pour la toute première fois, nous allons avoir un webinaire le mardi prochain, le 11, où les utilisateurs pourront poser des questions. Et ce sera une plateforme de discussion pour les équipes pour voir ce que l'on peut faire avec cet outil. Donc, si vous voulez être inclus dans la liste de mailing, contactez-moi. Et puis, il y a les systèmes d'alerte précoce et les collaborations externes. Pour les systèmes d'alerte précoce, il y a beaucoup d'exemples, mais j'aimerais en évoquer un le MAP, le projet d'anticipation du palu. Il s'agit d'un algorithme qui peut prévoir à quelques semaines le nombre de cas de paludisme qui s'appuie sur des informations environnementales, y compris la température. Le projet en est à sa 2e phase. Il va être testé au sud du Soudan et on va voir s'il est possible de l'utiliser dans d'autres pays comme le Nigeria, avec des études de cas et en développant des outils pour voir s'il est possible de le déployer dans d'autres contextes. Dans ces sciences du climat, beaucoup évoluent rapidement, beaucoup de savoirs, de connaissances qui sont développés par des centres de recherche. On vient de l'entendre. Et c'est important de partager ces savoirs, parce que ces centres sont désireux de partager ces savoirs. Et c'est à MSF aussi d'aller les contacter, parce que ce corpus de connaissances est là. Et ce que l'on essaye de faire chez Hayes, c'est de faire la cartographie de ces sources de connaissances et voir dans quelle mesure elles peuvent être utiles à MSF et les intégrer dans nos activités. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des commentaires, si vous voulez envoyer si vous avez des questions, voilà, vous pouvez utiliser le QR code pour répondre à nos enquêtes. Et puis surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si besoin. Merci, Aïna. Je remercie nos intervenants. C'était très utile, très intéressant. J'étais lancé. Avant de me tourner vers vous, vous avez sûrement des milliers de questions ici et en ligne, mais je vais d'abord me tourner vers les co-organisateuristes de la session, Fabrice, Cyril et Judith, pour savoir si éventuellement vous avez déjà des questions à poser à nos panélistes. J'en ai, mais il y en a déjà dans la salle, donc on va peut-être embrayer directement, Stéphane. Eh bien, c'est parti. Juste une question, les questions de la salle, si vous pouvez juste vous présenter brièvement, et ce sera déjà super. Merci beaucoup. D'accord, bonjour, je travaille Stéphane Doyon, je travaille aux opérations chez MSF ici à Paris. J'ai une demande de précision en fait sur les températures, parce que par exemple, Aïna, dans la présentation que tu faisais, tu parlais des jours à plus de 30 degrés. Alors, quand on parle d'une température, il y a eu 30 degrés à un moment dans la journée, il y a eu 30 degrés juste toute la journée, y compris la nuit. Enfin, est-ce que tu pourrais préciser cet élément-là, s'il te plaît? Merci. Bonne question. La durée de cette température est importante pour ce projet. On s'est appuyé sur des ensembles de données, donc des plages de température qui ne sont pas forcément celles des températures maximum, donc ça peut être lié à l'humidité. Vous pouvez avoir
un pic d'humidité où la température n'est pas forcément aussi élevée, si vous vous souvenez de ce que Lana a montré dans son graphique auparavant. Mais comme c'est un exercice de cartographie, on essaye de comprendre quels sont les projets qui sont les plus exposés au risque et quelle est l'ampleur du problème actuellement. Pour l'instant, c'est une approche assez basique, on va dire. L'idée est d'approfondir la question d'effectivement le projet de recherche opérationnelle le fera, c'est-à-dire les températures quotidiennes et heure par heure pour essayer de voir quels ont été les pics de température dans la journée, ce que ça signifie pour les personnes sur le terrain. J'espère avoir répondu à votre question. On l'a dit auparavant, la température considérée comme une température de risque varie beaucoup. Pour l'Inde, vous avez dit combien? 30 et 40 degrés. Alors qu'au Royaume-Uni, c'est 25 degrés pour le seuil. Donc, au-dessus de 41 degrés, peut-être que vous allez rater beaucoup de personnes qui vont être touchées, qui vont souffrir bien avant que l'on atteigne ces 40 degrés. Donc 30 degrés, on considère que c'est une température de stress thermique. Non, deuxième question. À propos de la notion de niche écologique et des projections, comme Hélène mentionnait, dans certaines régions, l'optimum de température est lui a décrété à 30 degrés. Or, l'hypothèse évoquée pour faire cette projection sur les zones difficilement habitables est de 29 degrés. Or, ces régions dans lesquelles l'optimum est à 30 degrés restent largement habitées. Donc, peux-tu nous expliquer un peu ce décalage entre le choix d'hypothèse et plus généralement, est-ce qu'on peut envisager des formes d'adaptation physiologiques, sociales et culturelles, technologiques, qui peuvent déplacer l'optimum, la température optimum, autrement dit, adoucir les chocs liés à l'augmentation des températures et de leurs extrêmes? Alors, sur le choix de ce seuil, c'est vraiment, on va dire, un choix relatif qu'ils ont fait. Ils ont posé, dans l'étude que j'ai mentionnée, ils ont posé le seuil à 29 degrés en se disant, jusque dans les années 80, on n'a jamais vu plus de 30 millions de personnes qui habitaient dans ces lieux. Voilà, à l'échelle de la population humaine. Et sous un régime de réchauffement climatique, on va passer à 2 milliards. Donc peut-être qu'il y aura des mécanismes d'adaptation, peut-être qu'on arrivera en partie à atténuer un petit peu le choc, mais quand même, passer de conditions de vie que ne connaissaient à l'échelle du globe que 30 millions de personnes, en passer à 2 milliards, il va se passer des choses et ce ne sera pas facile en tout cas. Voilà, la notion de niche écologique, elle est souvent critiquée pour les populations humaines en disant qu'on a des capacités d'adaptation, que ce soit culturelles, technologiques, que n'ont pas d'autres espèces. Cette étude, elle a quand même la vertu d'alerter là-dessus, en se disant, OK, on peut imaginer des profils d'adaptation. On parle quand même de pays aux ressources d'adaptation assez limitées et on parle quand même de populations, de taille de population extrêmement énorme. Juste pour rajouter, on sait comment ça se termine en général, ce genre de situation pour MSF, c'est-à-dire augmentation de situations de prise en charge des migrants, etc., etc. Mais ce seront des vagues de chaleur suivies par des vagues de migrants climatiques à long terme, on va dire. Bon, ça c'est une supposition, bien sûr. Ma question, elle concernait plutôt les caractéristiques des vagues de chaleur. Et je voulais juste poser la question si dans la définition des vagues de chaleur, on prend aussi en compte l'aspect soudain. Est-ce qu'il y a une durée donc on sait que ça dure plus longtemps. Là, maintenant, on a vu que ça a été constaté que les vagues de chaleur duraient plus longtemps. Mais est-ce que l'aspect de l'arrivée soudaine, inattendue, ou peu attendue d'une vague de chaleur, elle est prise en compte pour, voilà, dans l'étude qui était faite? Je vais donner les éléments pour la France, mais Lana complétera Oui, peut-être. c'est plus pour Lana. À ma connaissance, le caractère de soudaineté de l'arrivée de vagues de chaleur n'est pas pris en compte dans la définition. Il faut voir qu'à l'échelle internationale, chaque pays a sa définition de vague de chaleur. Il n'y a pas un accord. En France,
jusqu'à au moins récemment, et c'est peut-être encore le cas, il y avait également dans la définition des canicules un critère de température la nuit, par exemple. Parce qu'il fallait que la nuit, enfin, si les températures ne redescendent pas en dessous de 20 degrés, cet élément de, quelque part, capacité de restauration du corps, de repos en tout cas, la nuit est importante. Voilà, ça répond un petit peu à la question de tout à l'heure, hein. Est-ce que c'est la température au pic? Est-ce que c'est la température moyenne? Il y a ces éléments-là qui font qu'en fait, finalement, il n'y a pas d'accord international sur cette notion. On parle de notions qui permettent de déclencher, enfin à la fois de permettre de caractériser, donc d'étudier le phénomène, mais également de déclencher des seuils d'alerte. Et donc là, enfin, chaque pays a sa réponse. Je ne sais pas si... Oui, c'est ce que je comprends également. La soudaineté, non, n'est pas... enfin, on n'en tient pas compte. On ne sait donc pas si elle a vraiment un effet, mais on parle de canicule. Mais il y a aussi des pics de chaleur qui ne sont pas qualifiés comme des canicules. Comment définir ça? C'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'intéresse aux températures du globe, on se heurte au problème des définitions. Il peut y avoir des endroits où la température est plus élevée que la normale, mesurée dans différentes stations météorologiques. En Inde, par exemple, il faut que 2 stations météorologiques différentes enregistrent ces pics de chaleur. Mais aussi dans les camps, par exemple, enfin, les toits en tôle ondulée, dans un quartier où les toits sont en tôle ondulée, il va faire beaucoup plus chaud, par exemple. Mais donc, peu importe la définition et ce qu'on appelle vraiment une vague de chaleur, ce qui compte, c'est ce dont souffrent les gens. Sur la question de la soudaineté des vagues de chaleur, il y a des études qui étudient au sein d'une même journée la variabilité des températures, et plus la variabilité est grande, et plus fort sera l'impact sur la santé. Et ça nous ramène à cette notion de 7 jours de chaleur extrême consécutifs. Le corps ne peut plus s'adapter physiologiquement. Donc c'est un bon point, hein, cette dimension de la soudaineté. Peut-être qu'on va l'inclure dans les modèles à l'avenir, mais pas pour l'instant. Et pour revenir aux visites du département des urgences, oui, tout dépend des régions, comme on le disait. Et sur les projets MSF, on ne rapporte pas beaucoup de crampes dues à la chaleur ou de coups de chaleur. On peut trouver des pics dans d'autres maladies, la malnutrition, les problèmes cardiovasculaires et la malnutrition, mais c'est difficile d'évaluer l'effet direct de la chaleur sur nos terrains. Bonjour, moi c'est Rémi, anciennement à MSF et fan de la Green Team et fan du Crash. Euh, et ma question concernait peut-être plus Aïna en l'occurrence, parce que je trouvais que les réponses étaient assez concordantes en fait entre les prises de parole de Lana et d'Aïna par rapport aux réponses qu'on peut apporter en termes de prévention, d'alerte à la population, de système d'emergency, etc. Mais mon inquiétude un peu, c'est par rapport à la masse de personnes. Justement, on parlait de 2 milliards de personnes potentiellement impactées par des chaleurs extrêmes. Donc, des conflits potentiels, des déplacements de population monstrueux. Et en fait, en termes de choix opérationnels, dans les scénarios qui sont proposés, est-ce qu'on prévoit justement quelle population on va cibler par rapport à ces masses colossales de souffrance qu'on va affronter? Bonne chance pour répondre, Aïna, vas-y. Tu peux dire, on ne sait pas. Hein. I mean, that's a great question, and I Oui, non, mais c'est une très bonne question. Je ne sais pas y répondre. C'est une tâche qui incombe à l'ensemble de la société et qui exige des changements. Les systèmes d'alerte précoce, les plans d'action en cas de chaleur sont ciblés pour des séquences d'événements très précises. Mais ces plans-là
ne vont pas nous permettre de nous adapter sur le long terme ni résoudre le problème, parce que c'est des plans sur le court terme. Donc, il faut changer la manière, il faut changer nos comportements, notre point de vue. Kevin nous montrait que les aborigènes en Australie, eh bien, ils changent leur façon de travailler. Ils travaillent plus tôt le matin. La sieste à l'espagnol, c'est une très bonne chose. Et j'ai entendu ces débats chez MSF. Par exemple, quand il y a une canicule, on peut changer les horaires de travail parce que le personnel a du mal à suivre. On passe à plus de périodes de travail pendant la nuit, etc. Parce que c'est plus supportable. Mais ça ne suffit pas de communiquer les risques si on n'a pas d'action à proposer, d'atténuation, de remédiation. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau des populations et puis aussi savoir extraire le savoir que possèdent ces communautés, ces populations. Dans le rapport, on voit que le personnel de MSF nous dit que les populations qu'ils desservent réadaptent des habitudes anciennes, reprennent des habitudes anciennes. Ils construisent maintenant avec les matériaux traditionnels, plus ils reviennent à des modes de construction qui permettaient de mieux climatiser, enfin du moins d'avoir des températures plus clémentes dans les maisons. No? No? I tried. Thank you. I'm Guillaume Leduc. I'm on the board of MSF France. Je suis membre du conseil d'administration de MSF France. Je voulais poser la question, qu'en est-il de la recherche sur le lien, la relation entre les taux de mortalité et les vagues de chaleur? Qu'est-ce qu'on observe? Moi, j'ai l'impression... bon, on travaille dans le Sahel depuis longtemps, la température y est très élevée, c'est un peu comme si on s'y était habitué, en fait. Et il semble que les gens s'adaptent. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on néglige, par exemple? Par exemple, on pensait au Niger, il fallait s'occuper d'abord de la rougeole et après on s'est aperçu que la malnutrition était bien plus mortelle. Et c'est une question à tout le monde, en fait. Est-ce que ce serait bien de faire des études rétrospectives de mortalité? Par exemple, au Sahel, il y avait eu des canicules à Bamako. Le taux d'admission à l'hôpital a grimpé en flèche. Est-ce que ce serait le rôle d'MSF et Épicentre de faire ce genre d'études épidémiologiques? Et pour en tout cas prendre le problème à la cause sérieusement, quelques éléments. En France, les facteurs de risque de décès ou de vulnérabilité liés aux vagues de chaleur ne sont pas si clairs que ça. Et donc là, on se rend compte que savoir quelles pathologies sont principalement à risque, ou quels vraiment facteurs clés, à part on en a parlé, l'isolement social, les classes d'âge très élevées. Voilà, il y a quelques points où finalement on pensait que les choses étaient claires et ça l'est pas tant que ça. Et ça sort vraiment des analyses des 2 dernières vagues de chaleur de Santé publique France. À l'échelle internationale, je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, pour moi, à mon sens en tout cas, la direction de recherche qui est importante, c'est celle de savoir comment on fait pour s'adapter à l'échelle d'une société et d'une culture à ces vagues de chaleur, plutôt que sur les phénomènes physiologiques, on va dire. Comment on fait pour, à l'échelle de l'aménagement urbain, comment on fait pour trouver des réponses sur ces fameuses cooling cities, ou voilà, comment on fait pour rafraîchir des villes, qu'est-ce qui marche le mieux, est-ce que c'est des tentures, est-ce que c'est peindre les toits en blanc? Je pense que là, on a vraiment des questions en termes d'adaptation. Mais du coup, pardon, juste pour comprendre, le sens de ma question, c'est j'ai l'impression tu dis qu'il y a des données, mais en fait, il y en a pas d'enquête de mortalité au Niger sur la mortalité des... Donc en fait, ce lien que tu exprimes, et nous, on le voit pas vraiment dans nos hôpitaux, j'ai l'impression, ça, si je me trompe. Donc il y a quand même une question qui se pose là. Ou toi, tu penses que la science est suffisamment solide que ça sert à rien de le faire? Non, alors...
Donc, sur les éléments, on l'a vu, hein, il y a quand même un gros manque d'éléments, notamment sur la partie africaine. Ça vient aussi du fait, j'en ai un tout petit peu parlé, de l'origine des données, c'est-à-dire que des données qui remontent jour par jour sur la mortalité, on l'a pas forcément dans tous les pays, et c'est quand même la base des données nécessaires pour ces études. Et donc effectivement, enfin, là-dessus, oui, ne serait-ce qu'avoir au moins ces profils de mortalité, enfin ces profils ou ces optimales de température, cette caractérisation du risque dans des régions où elle est absente, ça pourrait être intéressant effectivement. Ouais. Mais voilà, encore une fois, moi je suis pas du tout spécialiste de cette littérature dans les pays du Sud et Yeah, so just to add on to that, Alors, il existe des études en Afrique. Il y a 2-3 semaines, une revue de la littérature a été publiée. On cherchait ce qui était disponible sur les vagues de chaleur en Afrique. Mais il y a beaucoup de biais dans ces études. On a trouvé 100 articles, dont une cinquantaine ne venaient que de 3 sur les 48 pays africains. Donc, il n'y a pas une bonne représentation de tous les pays. La raison en est l'indisponibilité des données, comme le disait Kevin, elles ne sont juste pas disponibles. Donc, MSF aurait un rôle à jouer là pour combler ces lacunes au niveau des données. Épicentre est notamment très bien placé et HACE, HACE serait très heureux de fournir à Épicentre toutes les données dont on dispose. Et puis, alors, il faut mieux comprendre les impacts de ces vagues de chaleur, mais on est à un stade où c'est là, ça nous tombe dessus maintenant, donc il faut s'adapter. Et ce que disait Kevin, c'est que la recherche devrait s'intéresser à ce qu'on peut faire. Il faut bien comprendre les seuils de stress thermique qui vont déclencher certaines actions, c'est important, de prévention. Mais MSF pourrait aussi être pionnier en testant différentes manières d'adaptation, différentes méthodes. Il n'y a pas tant d'exemples que cela sur les terrains où on travaille. Et puis alors impliquer les populations que l'on dessert et pour nous aider à comprendre aussi les moyens accessibles, il faut y penser, il ne faut pas oublier ça. Il y a eu, on sait sur les tremblements de terre, sur les inondations, sur les typhons, sur les tsunamis, un gros effort par les États de préparation au désastre. En tout cas en Asie, en Amérique centrale, par exemple. Il y a eu quelques années une grande mode aussi au sein des MSF pour accompagner les États accompagnés. Participer à ces efforts de prévention des catastrophes au niveau des politiques nationales, on n'en a pas tellement entendu parler là aujourd'hui ce soir. On a parlé des communautés, on a parlé d'adaptation au niveau des familles, tout ça. Mais donc, 2 questions. Quels sont les efforts déployés par les États victimes de ces vagues de chaleur en termes de prévention, de mécanismes de réponse aussi, de prévention au désastre, donc d'une part. Et puis, de la part des MSF, est-ce qu'il y a eu des volontés de s'associer à ces éventuels plans de réponse? Ouais, ça, c'est une grande question. Que font les uns et les autres face à ce problème de réchauffement climatique? Comme la plupart des choses, quand on parle de santé et de changement climatique, c'est un domaine émergent. La réponse qu'on donne une année va être différente l'année suivante. Les éléments, ce que je vous ai montré, les plans d'action, les systèmes d'alerte précoce, c'est un début seulement. Mais ce que font les gouvernements, ça va dépendre aussi du secteur dont on parle. Si on parle du secteur de la santé, bon, et le secteur météorologique, est-ce qu'ils sont synchronisés pour échanger, partager des messages et des données, par exemple, les services météorologiques et les services de santé? Alors, dans la plupart des pays, il y a des plans d'adaptation aux chaleurs extrêmes. Ça reflète une aspiration. Quelquefois, ces plans sont conçus au niveau local, d'ailleurs, au niveau d'un district, d'un département administratif, d'un canton. Mais pour ce qui est de l'approche générale et globale, il n'y a pas de réponse unique. Certains pays se sont dotés de plans plus costauds que d'autres, hein, bien sûr, et d'autres encore n'en ont pas du tout. Oui, sur les systèmes d'alerte précoce, beaucoup de ces
système se repose sur les stations météorologiques. Ça, c'est une infrastructure nationale qui exige qu'on s'en occupe et il n'est pas toujours possible, surtout dans les pays où MSF travaille et qui sont affectés par des conflits. Dans ce cas-là, les stations météorologiques sont à l'arrêt, ne fonctionnent pas. Donc, dans tous ces pays où les systèmes d'alerte dépendent des stations météorologiques, vous n'aurez pas un bon système d'alerte précoce. Et bon, je vais me concentrer sur l'Afrique, mais on peut penser à d'autres régions du globe. Il y a une initiative, je ne me souviens pas de son nom, mais je crois que c'est Système d'alerte précoce pour tous, le nom. En gros, ils veulent former un consortium, une organisation pour s'assurer que chaque pays a un système d'alerte précoce qui marche. Et ils essayent de le séparer des infrastructures nationales quand ils le peuvent, en utilisant des imageries de satellites, la collaboration entre les pays, etc., de sorte que ces systèmes d'alerte précoce peuvent fonctionner sans reposer sur une infrastructure nationale. C'est très intéressant comme initiative. Elle a été approuvée, cette initiative, par Impact, un institut d'études du climat dans la Corne de l'Afrique. Et ils ont reçu des fonds pour mettre en place ce système. Ils mettent en place ces systèmes avec l'apprentissage machine et des données qui leur proviennent par satellite, donc ils ne dépendent pas des gouvernements. Et on essaie de comprendre à quoi vont ressembler ces systèmes d'alerte précoce, comment on peut les utiliser au mieux et comment nos équipes peuvent mettre en place les alertes pour réagir à ces avertissements précoces. Bonsoir, Claire, je suis DG de MSF. Je vais un peu rebondir sur à nouveau la question de la recherche parce que finalement, elle va se reposer dans le cycle des conférences qui est de quelles informations on pense, nous, avoir besoin avant d'agir finalement, parce que dans tout ce qui est santé environnementale, c'est quand même pas, il n'y a jamais de lien de causalité directe. Et donc, sur ces questions de mortalité, enfin, je vais un peu paraphraser ce que vous avez dit tous les deux, mais je trouve que c'est quand même bien aussi qu'on se dise qu'est-ce que nous, on peut déjà faire. Finalement, vous l'avez déjà dit, on le sait déjà un peu, c'est que dans ces moments-là, enfin, dans ces moments-là, on sait que forcément, les gens les plus vulnérables, on les connaît déjà, on les fréquente, nous, dans nos hôpitaux, donc les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, mais aussi les malades mentaux, en fait, donc les gens qui sont isolés et dont on sait que dans ces circonstances-là, on doit prévoir de leur accorder une attention particulière. Alors, je dirais déjà dans la façon dont on les accueille dans nos centres, dans nos consultations, enfin des choses aussi basiques que ces fameux cooling space, de faire en sorte que on les identifie, donc vraiment mettre en place d'ores et déjà finalement des mécanismes de soutien de proximité à ces populations-là, sans attendre d'avoir vérifié qu'il fait trop chaud en fait. Enfin voilà, ça d'une part, et puis après il y a quand même toute la réflexion qu'on a par ailleurs dans le cadre de la réduction de notre empreinte environnementale et qui va dans le même sens, qui est le travail sur nos bâtiments. Ça va quand même beaucoup avec le travail sur nos bâtiments, le travail sur la climatisation de nos bâtiments, enfin les histoires de toit en blanc, enfin toute cette question-là. Et quand même aussi la question des abris, en fait, c'est vrai que ça fait longtemps. Je ne sais pas où on en est. Il n'y a personne de la log? Personne de la log. Non, mais de la réflexion sur l'adaptation. L'adaptation de nos abris, mais j'ai envie de dire, faut pas être sorti de Polytechnique pour se dire que dans des tentes en plastique, dans les années à venir, il va pas faire bon faire quoi que ce soit, quoi. Donc, du coup, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut déjà anticiper sans attendre d'avoir vérifié le lien en direct causalité-mortalité. Et c'est aussi super important, je trouve, cette idée que nous, ce à quoi on peut contribuer, c'est à de la recherche opérationnelle. Qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui est plus acceptable? Qu'est-ce qui est plus coût efficace de ce point de vue-là, quoi. Je tiens à dire que je vois quelqu'un de la log là-bas. Juste, Claire, tu souhaitais que quelqu'un réagisse sur ce que tu disais, ou ça aurait pu... En tout cas, si vous avez envie de réagir, please feel free.
Un élément qui est peut-être important en recherche opérationnelle, c'est aussi connaître la résilience de vos systèmes opérationnels. Un exemple tout bête, hein, c'est qu'une clim, elle marche jusqu'à un certain niveau de température extérieure. Et connaître un peu le matériel, savoir combien de temps ça marche, enfin voilà, ça me paraît être une question hyper importante. Je ne sais pas du tout si elle est déjà dans le scope de la recherche en termes d'adaptation, mais il y a certaines questions vraiment sur la résilience de, des modes opératoires et du matériel et des équipes également. Hein. Combien de temps on peut faire face à une vague de chaleur, jusqu'à quelle amplitude, combien de temps, d'un point de vue humain, d'un point de vue matériel et logistique également. I guess just as a Oui, pour réagir à ça, je suis d'accord, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place sans attendre. Mais ma question, c'est quel est le principal obstacle qui nous empêche de faire ces actions dès maintenant? D'un point de vue opérationnel, d'un point de vue du siège, c'est une question qu'on doit se poser. De quoi a-t-on besoin? Qu'est-ce qu'il nous faut pour être vraiment convaincu qu'il faut commencer à déployer ces actions? Est-ce que ce sont des restrictions financières, budgétaires? Est-ce qu'il manque un accord quelque part? Donc de Guigui, qui est l'un des directeurs adjoints des opérations et accessoirement en charge du groupe de travail sur en gros l'adaptation de MSF France, des OP de MSF France. Et c'est une question pour Kevin. Sachant que le pic de chaleur joue un rôle dans la concentration et la formation de l'ozone, plus un effet sur les particules fines PM2.5 qui restent plus en suspension dans l'air sec. Dans ce cas, quelle est la part de la mortalité liée à la vague de chaleur et quelle est la part liée à la position ozone et particules fines? Kevin, tu devrais avoir 3 heures, tu as 3 minutes. Merci. Eh bien, théoriquement, on peut répondre à toutes ces questions si on a les bonnes données, jour par jour, heure par heure, d'ozone, de particules fines et de température. Il y a effectivement un effet synergique en plus des deux. Donc, effectivement, les vagues de chaleur peuvent augmenter les risques de pic d'ozone, donc qui sont une mauvaise nouvelle pour la santé respiratoire. Les vagues de chaleur et les sécheresses font que des particules qui autrement pourraient s'absorber sur le sol ou autre vont être remises en suspension, donc ça augmente aussi les effets des particules fines. Et la mauvaise nouvelle, c'est que quand il fait chaud, on est plus susceptible, ou alors quand il fait chaud, on est plus susceptible à la pollution atmosphérique, et inversement, quand c'est pollué, on est plus susceptible à la chaleur. Donc on a en plus, il n'y a pas forcément de raison de séparer l'attribution chaleur versus pollution atmosphérique, étant donné qu'il y a un effet quand même synergétique des deux. Petite précision, j'ai lu que les villes pouvaient avoir des îlots de température considérablement plus élevés que les températures ambiantes, des pics de température. Je pense qu'à Paris, c'est 8 degrés de plus qu'en banlieue parisienne. À Lyon, c'est 12 degrés qui été enregistré en plus. Est-ce que tu confirmes? À Paris, on a la chance d'avoir ces deltas qu'on peut mesurer entre le centre de Paris, donc la région la plus chaude étant le triangle d'or, pas très loin, et le bois de Boulogne, où on a vraiment, au bois de Boulogne ou bois de Vincennes, où on a parfois des écarts de température qui peuvent être de cet ordre de grandeur, effectivement. Et donc on a ce phénomène d'îlot de chaleur urbain avec le bâti, avec également la climatisation qui finalement rebalance de l'air chaud à l'extérieur, qui participe avec les matériaux de construction, la moindre circulation de l'air, l'absence de végétation qui rafraîchit, qui fait que effectivement les effets de la chaleur sont encore plus ressentis et amplifiés en milieu urbain. Je vous prie de m'excuser. Tout à l'heure, je ne me suis pas présentée. Donc, Oksana Gemekova, à part travailler avec MSF dans le supply, je fais partie aussi d'une association qui s'appelle Société Créatrice. C'est le projet Société Créatrice. Et cette association, elle fait aussi une attention particulière et une diffusion de l'information sur les changements climatiques, etc. Donc, je pense qu'on va travailler ensemble bientôt avec nos amis co-organisateurs d'Extinction Rébellion. Donc voilà, la question, en fait, je voulais revenir au slide où vous avez montré les centres de recherche qui s'occupent donc des études dans le domaine
des vagues de chaleur, changement de température, etc., et qui se situaient plutôt Europe, un peu les États-Unis, un peu en Asie du Sud-Est, et rien en Afrique. Est-ce que vous ne pensez pas que, vu la projection qui était faite juste après, pour le pire scénario, cette question devrait prendre une ampleur plutôt globale et qu'on devrait en fait pousser pour réunir tous les efforts des scientifiques dans un seul lieu, pas uniquement le GIEC, mais le lieu qui s'occuperait en fait de l'adaptation, des questions d'adaptation et de prévention, et aussi de faire face carrément à ce changement climatique de manière globale pour tous les pays, y compris et surtout pour les pays qui ne peuvent pas se le permettre. Non, mais quelques éléments juste. La carte, en tout cas, ne représentait pas que des équipes de recherche sur le sujet, mais aussi des endroits où on a les structures de remontée des données et qui sont là plutôt des structures sanitaires, on va dire des structures d'information sanitaire plus que des structures de recherche. Des lieux comme ça où il y a des échanges sur des questions de santé et de climat, il y en a quelques-uns, donc des lieux symboliques, on va dire. Le GIEC a quand même une partie de son rapport du groupe 2 sur les liens entre santé et climat, mais il y a aussi également ce qu'a mentionné Aina sur les différents groupes de recherche des commissions Lancet Countdown, où il y a cette volonté, en tout cas, d'arriver à une cartographie un peu à la fois globale de ces indicateurs-là. Oui, je voulais dire ce que tu as dit juste à la fin, mais j'enchaîne. Je crois qu'on a toujours besoin de plus de données collectées, qu'il s'agit des données sur l'impact sur la santé ou les besoins de différents secteurs et d'organisations de collaborer, de travailler ensemble. Il y a beaucoup de recherches innovantes et très intéressantes en Afrique. Sacha au Zimbabwe, par exemple, c'est une association qui est affiliée chez nous. Ils se servent d'approches innovantes comme l'apprentissage machine pour la collecte des données. Mais bien sûr, il faut s'éloigner de cette recherche qui est concentrée uniquement dans le nord global. Et les partenariats, je crois que c'est le début d'une solution. Pour ce qui est de la recherche, ce qui est important, c'est d'où vient l'argent. Mais je dois dire, ces dernières années, on a assisté à des changements. On s'assure qu'il y ait plus de collaboration entre les territoires géographiques, les régions du monde et entre les secteurs. Et aussi, on met l'accent sur l'évaluation des pratiques d'adaptation. Et on veut qu'il y ait des résultats. Ce n'est pas de la recherche uniquement pour améliorer nos connaissances, mais il y a un besoin pressant d'agir. Donc, c'est une recherche très opérationnelle. C'est moi, je suis Eleonore David, je suis chercheuse, but I'm going to ask my question in English because I think it's primary. Mais je vais poser ma question en anglais, c'est surtout pour l'ANA. Il y a un livre qui s'appelle « Face à l'isolement » sur la vague de chaleur en 2003 dont a parlé Kevin. Et il parle de la vulnérabilité, de la marginalisation, les catégories dont nous a parlé Lana. Mais ils insistent vraiment sur les aspects, les éléments sociaux. Donc pas seulement les personnes les plus âgées, mais les pauvres qui vivent dans des chambres de bonne où la température atteint des sommets, où il n'y a pas d'accès aisé aux toilettes, à une douche. Et en fait, ces inégalités, ces vulnérabilités ne sont pas juste tolérées, elles ont été créées. Et puis, vous savez, il y a des corps de personnes âgées qui sont mortes, qui n'ont jamais été réclamés, donc il n'y avait pas de famille. Et puis, ils ont fait des données épidémiologiques et conduit des interviews. Et les gens expliquaient, oui, telle personne est morte, mais c'était un alcoolique ou une alcoolique. Ils expliquaient le décès par autre chose que la chaleur. Donc, je me demandais,
MSF est une des organisations qui essaye de s'attaquer à ces vulnérabilités construites socialement. Mais jusqu'où MSF veut aller dans la compréhension de toutes ces subtilités et ces causes multifactorielles. Thank you. So I think Alors, s'agissant du diagramme du GIEC, où on voit les risques, expositions et fragilités, dans notre recherche, on aurait abordé la fragilité en tenant compte de ces facteurs qui rendent ces personnes sont plus sensibles, ont une plus faible capacité d'adaptation. Et dans la littérature, on constate que ce n'est pas uniquement les personnes âgées, mais aussi les personnes qui sont isolées socialement, qui sont alitées, qui peuvent être plus fragiles. Maintenant, comment cela se traduit dans les politiques? Donc, il y a les profils des personnes qu'on considère les plus fragiles, mais les politiques veulent inclure les plus vulnérables sans forcément les définir. Et donc, il y a un fossé entre ce qu'énonce la politique et ce que l'on sait sur les vulnérabilités sociales et comment elles façonnent les conséquences de ces vagues de chaleur sur ces personnes et l'action que l'on doit entreprendre. Dans notre projet, on essaye d'avoir de la recherche qui anticipe, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les populations locales pour explorer véritablement qui sont les personnes les plus fragiles et ensuite, à partir de là, essayer d'élaborer des stratégies. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont développées, mais spécifiques à MSF. Alors, pour l'instant, rien n'a été développé par MSF pour l'instant, si j'ai bien compris. Je suis d'accord. Les déterminants sociaux existent partout. Ce n'est pas uniquement une question de chaleur ou de canicule. Les déterminants sociaux, ça se trouve partout. Et maintenant, la question est de savoir si, en fait, ça ne devient pas plus politique et complexe à traiter. Et comme l'Anne a dit, c'est juste une phrase dans une politique ou dans une action imaginée. Il y a des initiatives qui visent à traiter cela, les initiatives de transfert de fonds pour lutter contre les inégalités socio-économiques et qui peuvent avoir des conséquences pour tout type de réponse à des événements extrêmes, y compris les chaleurs extrêmes. Mais à ma connaissance, pour l'instant, MSF ne s'est pas encore penché de cette manière-là sur cette question. Pour MSF. Écoutez, mesdames et messieurs, cette conférence tire à sa fin. Je vous invite à remercier chaleureusement nos trois panélistes, donc Aina, Lana et Kevin, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements. Merci à vous et nous remercions aussi toutes les personnes qui ont contribué au montage de cette conférence et de son succès immense, donc les équipes de la DSI, les services généraux, les interprètes, les équipes du Crash et de la Fondation MSF. Oui, allons-y, allez. Donc pour les personnes qui ont la chance ou l'audace d'être sur place, nous allons nous retrouver juste après au rez-de-chaussée pour le traditionnel petit apéro du Crash. Et pour tout le monde, y compris en ligne, rendez-vous à la prochaine conférence du Crash, le jeudi 27 juin à 18 h. Ce sera en compagnie du journaliste et essayiste américain Adam Schatz, qui vient de publier une biographie en français de Frantz Fanon, qui nous donne l'occasion de découvrir ou de redécouvrir la trajectoire intellectuelle et militante extraordinairement complexe de ce médecin martiniquais. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.